y a une grosse différence entre entendre beaucoup parler d'un problème et bien en entendre parler. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont pas les idées claires sur la question. Je pourrais poser quelques questions à l'assistance, par exemple. Qui aujourd'hui a les idées claires sur la durée qu'il faut pour épurer un surplus de CO2 de l'atmosphère une fois qu'on l'y a mis? Alors la réponse, c'est une décroissance, comme pour la radioactivité. Donc au bout d'un siècle, il en reste à peu près la moitié, après arrêt des émissions. Au bout d'un millénaire, il en reste à peu près 20%. Et au bout de 10 000 ans, il en restera encore 10% qui sont quasiment là pour l'éternité. Donc vous n'avez strictement aucune espèce de réversibilité possible dans ce problème. Aucune. Ce qui veut dire que nous n'aurons qu'un seul essai pour essayer de le résoudre, qu'on a déjà à moitié perdu. Et puis si c'est perdu, c'est perdu. Je vais vous donner un deuxième exemple. 5 degrés, c'est la transition glaciaire-interglaciaire. C'est-à-dire que quand on est sorti de la dernière ère glaciaire sur Terre et qu'on est arrivé dans le climat dit pré-industriel, c'est-à-dire avant qu'il commence à se réchauffer, la transition au niveau planétaire, c'est un réchauffement de la moyenne de 5 degrés en 5000 ans. Parce qu'une variation de température, si on ne vous confronte pas ça aux variations spontanées du système, ça ne vous dit rien. Voilà 2 ordres de grandeur très simples, et je pourrais en citer plein d'autres. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, discuter du défi climatique, ça commence par une chose et une seule, qui est déjà de correctement comprendre de quoi on parle. Et je vais finir par un dernier élément. Il se trouve que ce qui cause le changement climatique est pour une large partie les énergies fossiles. Avec les 25 milliards d'euros qu'on s'apprête à mettre dans l'éolien offshore, qui seront payés par vos impôts, c'est-à-dire des taxes sur les carburants, je précise, eh bien, on avait 2 options. On pouvait faire cet éolien offshore, qui ne fera pas gagner un gramme de CO2 à la France, qui augmentera les importations, et donc ce ne sera pas terrible pour l'emploi d'une manière générale. Ou bien on aurait pu donner une prime de 6 000 € à chaque ménage chauffé au fioul, il y en a 4 millions dans ce pays, pour qu'ils remplacent leur chaudière au fioul par une pompe à chaleur. Pour le climat, la première option n'a aucun intérêt. Pour le climat, la deuxième option permet de se débarrasser de 15% du pétrole qu'on importe en France, de 10% des émissions nationales de CO2, et donc les quelques milliards d'euros qu'on gagne sur la balance commerciale, à 50 000 € par emploi, vous êtes capable de faire la division et de voir le nombre d'emplois que ça crée de manière pérenne dans la structure économique française. Qu'est-ce qu'on a fait au pays de Descartes? C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, donc je vais finir là-dessus, il y a un énorme défi pour les enseignants que vous êtes, non pas à commencer par dire qu'il faut faire des éoliennes et c'est rentable, pas rentable, mais tout simplement à commencer à expliquer de quoi on parle en ce qui concerne le problème. Et aujourd'hui, ça n'est pas fait. Le défi climatique, c'est quelque chose qui manifestement intéresse mes concitoyens parce qu'un sondage paru avant-hier a montré que 70% des Français considéraient que le gouvernement n'en faisait pas assez pour le climat. Simplement, quand on s'intéresse aux solutions pour le défi climatique, il y a 2 conditions à remplir. D'abord, la première, c'est de correctement comprendre comment se présente le défi. Et aujourd'hui, malheureusement, aucun des 2 grands vecteurs d'information de masse que nous avons dans le pays, c'est-à-dire ni les médias ni l'enseignement, ne permet aux citoyens d'avoir les idées claires sur les ordres de grandeur et sur la façon dont le problème se présente. On ne comprend pas bien, toujours, qu'est-ce que c'est exactement que le changement climatique, où sont les risques, qu'est-ce qu'il cause, quelles sont les durées caractéristiques, est-ce qu'on peut revenir facilement en arrière ou pas, est-ce que c'est d'abord les Chinois ou d'abord les Américains qu'il faut empêcher d'émettre, etc. Donc les gens ont mal les ordres de grandeur en tête. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les solutions, on se rend compte que malheureusement, il n'y en a pas sans contrepartie. Même celles qu'on présente comme merveilleuses, les énergies renouvelables qui vont tout régler, par exemple, il faut 100 fois plus de métal pour avoir 1 kWh d'origine solaire que 1 kWh d'origine nucléaire ou gaz ou charbon. Donc, régler un problème, très souvent, c'est faire basculer la nuisance sur d'autres types de nuisances et les contreparties, il faut bien les comprendre pour savoir faire les choix. Aujourd'hui, les 2 points essentiels avant de passer à l'action, c'est bien comprendre le problème et surtout bien peser les ordres de grandeur de ce qu'on pourrait faire pour comprendre quels sont les paris qui sont susceptibles d'être gagnants et ceux qu'on est à peu près sûr de perdre. On a quand même beaucoup souffert de l'opposition des technologies. Il va falloir quand même s'y atteler à lutter contre les émissions de CO2. Et il n'y aura pas simplement des ENR qui vont être vainqueurs, du nucléaire qui va être perdant. Ça va plutôt être un mix des énergies et il faut avoir conscience de ça. Et de plutôt regarder des solutions énergétiques. Des solutions qui ne seront pas que liées à un système énergétique avec un réseau électron très très fort. Et donc il faut avoir conscience aussi qu'on va arriver dans des solutions mix multivectorielles. L'électricité, des réseaux de chaleur, parce que quand même on oublie très souvent que la moitié de notre énergie part pour justement alimenter en chaud
souvent des applications. Et puis par du gaz, sachant que ce que je positionne beaucoup dans le gaz, c'est quand même le vecteur hydrogène, qui va être un élément très fort de la transition énergétique, à la fois pour le déploiement des énergies renouvelables, mais aussi pour la mobilité. Et là encore, hein, on n'oppose pas. Enfin, souvent, j'ai un peu porté ce flambeau-là du stockage de l'énergie avec d'un côté ceux de l'hydrogène, de l'autre ceux des batteries. Que nenni. Aujourd'hui, la batterie fait quand même le job pour de la petite mobilité. L'hydrogène, on va le rencontrer quand il faut tout de suite recharger sa voiture, par exemple, quand il faut électrifier des grandes plateformes. Et c'est en ça aussi qu'il ne va pas falloir simplement imaginer une unicité de technologie. Alors pour moi, le défi c'est une chose, mais on est déjà en train de travailler sur les solutions qui vont se décliner au travers de différents aspects. Tout d'abord, au niveau des technologies. Arrivent des technologies autour des énergies renouvelables et qui va être une vraie opportunité donc pour l'innovation, pour l'emploi demain, pour la France et pour l'Europe. Le deuxième point, c'est de vraiment pouvoir trouver des solutions globales énergétiques et de ne surtout pas opposer les filières. Ce qui est important, c'est d'aller vers des filières qui ne seront pas génératrices de CO2, c'est-à-dire du renouvelable et du nucléaire en complément. Et tout ça dans une vision système. C'est-à-dire aujourd'hui on a des électrons, mais il va y avoir de l'hydrogène demain, donc du gaz, mais aussi des vecteurs chaleur. Il va falloir que tout ça, ça soit agile. Et pour que ça soit agile, le troisième défi, ça va être le numérique, qui va se conjuguer sous toutes ses formes, au travers vraiment de l'énergie, entre le big data, la simulation, l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça va s'insérer dans ce mix énergétique.